21. Bonjour toutes et tous, mon nom est Vincent Gautret, je suis professeur ici, titulaire de la chaire Ella Wilson qui organise cette activité. C'est la première activité d'un cycle où il s'agissait de prendre différents livres du Code civil et de le confronter au numérique. Et donc cette première activité concerne le livre 3 sur les successions. Le prochain, c'est sur le 28 septembre pour les sûretés qu'on est obligé d'annuler. La conférencière plus, mais on va possiblement la remettre à l'hiver. Et il y aura d'autres activités sur les contrats, sur le DIP, sur la preuve minimalement, qui nous donneront ici, enfin peut-être pas dans cette salle-là, mais à la faculté au courant de l'hiver. Donc merci. Lors de cette première activité, on voulait en fait cibler, alors je sais que les successions c'est large, mais spécifiquement les testaments. Et en suivant l'article 712 du Code civil, vous savez qu'il y a 3 types de testaments, le grave, devant témoin, le varié, et ça donne que on a des spécialistes pour chacun d'entre eux. Et on va vous présenter, alors je leur ai donné 15-20 minutes, j'ai l'impression qu'ils vont prendre 20 minutes, mais pas plus, parce que ce serait bien, eu égard à cette illustre audience que nous avons dans la salle. Je trouve ça bien qu'on ait autant de monde. Et alors, je ne sais pas si c'est le cas, mais il y avait 119 inscrits ce matin en ligne. 87, il y a toujours un espace, mais en tout cas, belle audience pour écouter trois beaux et bons intervenants très connaissants sur ces questions-là. Alors, encore une fois, je ne vais pas passer beaucoup de temps pour ça, mais laissez-moi me dire, encore une fois, dans le même ordre, quelques mots pour chacun d'entre eux. Donc, professeur Lévisano, que je connais un petit peu depuis quelques années, donc professeur depuis 2024 à la fac de droit de l'UCO. Thèse défendue à 2 mètres près. J'ai l'habitude des dates de livre, qui est 2024. Thèse d'ailleurs qui va officiellement recevoir à la fin du mois à Paris, à la Cour de cassation, le prix des cours suprêmes francophones, avec un acronyme que j'ai un peu perdu. Thèse sur le contrat de transformation et donc Lady va intervenir en premier et nous parler notamment le grave. Deuxième intervenante, Maître Nadia Chalati, elle m'a dit tout à l'heure, puis j'en suis presque ému de savoir que c'est la première fois qu'elle revient ici dans son alma mater après son diplôme notarial en 2013, donc membre de la Chambre des notaires depuis 2013, administratrice du conseil d'administration de la Chambre des notaires dans la présidence 24-28, membre de l'Union internationale du notariat, rapporteur pour la Chambre des notaires du 30e congrès de Guyenne, notamment. Et enfin, professeur à Paris 1, dirige le pôle des relations internationales de Paris 1, vient de finir un mandat il y a quelques semaines, je pense, en tant que directeur général de l'INFN, l'Institut national des formations notariales en France. Profiteur invité à l'Université Montréal depuis le début de l'automne, avec grand plaisir de notre côté, et chercheur avec lequel j'ai le plaisir de collaborer depuis preuve, c'était en 2014, un certain temps. Soutenance de thèse 2011, je crois que la première fois que je t'ai vu, je pense. Ouais. Donc voilà, 3 belles brochettes d'intervenants, donc dans l'ordre, peut-être juste pour finir, avant de donner la parole à Lydie, alors ça ne s'applique pas pour les personnes en ligne, mais les personnes en présence qui veulent, il y a une attestation pour de formation continue, il y a une feuille que vous devez juste émarger, il n'y a qu'une de passe, vous devez juste mettre votre nom et via l'ARA, je pense, l'attestation vous est automatiquement transmise. Je n'ai rien oublié, Lucas Sanchez, coordonnateur que je remercie encore une fois pour l'attendance. C'est dit. Merci. Merci Vincent. Vincent m'a taillé un assez large costume, me faisant de moi un spécialiste
du contrat, du testament holographe. J'essaierai d'être à la hauteur et que les spécialistes m'en excusent. Bon, aujourd'hui, j'interviens pour vous entretenir. Ça va être plus un entretien qu'une conférence formelle. Pour partager d'ailleurs avec vous quelques réflexions sur le testament holographe numérique. Comme vous l'aurez compris, c'est une réflexion prospective sur les modalités de reconnaissance du testament holographe numérique. Mais avant, je voudrais quand même planter le décor et vous ramener un peu à ce qu'est le testament holographe tout court dans le Code civil. Dans le livre 3 des successions du Code civil du Québec, ce sont les dispositions de l'article 726 qui organisent ce qu'est un testament holographe. Et quand je parle d'organisation, c'est en quelque sorte les éléments importants, pour ne pas dire les conditions de validité du testament holographe qui sont régies par les dispositions de 726. 726 insiste par ailleurs sur l'écriture, donc le testament doit être écrit de la main du testateur, elle doit également être signée de la main de ce dernier. Donc, on voit clairement que le législateur a institué une forme de formalisme relativement rigoureuse à partir de laquelle les tribunaux, d'une certaine manière, je dirais relativement constante, ont essayé de donner application à ce dispositif sans y déroger. Quand je parle de jurisprudence, vous comprendrez que j'évoque beaucoup plus la constance de la Cour d'appel, parce qu'il y a eu quelques décisions de première instance qui ont tenté de reconnaître certains manuscrits qui n'étaient pas écrits de la main du testateur. Premier élément caractéristique. Deuxième élément, c'est que le dispositif de l'article 726 exclut l'utilisation de tout moyen technique. Autrement dit, l'hypothèse d'envisager même l'existence d'un testament holographe numérique est compromise par la lettre de la loi. Et comme je dis que c'est une réflexion prospective, on va considérer qu'on veut semer quelques graines pour permettre au législateur d'envisager les conditions dans lesquelles il pourrait accueillir ou admettre potentiellement le testament holographe numérique. J'avais réfléchi à organiser mon propos autour de 2 points, à savoir, dans un premier temps, vous faire état d'un regard introspectif qui met en perspective une sorte de cohérence législative et jurisprudentielle autour du testament holographe dans le Code civil du Québec. Et le second temps de mon propos sera consacré à l'exercice le plus prospectif, à l'effet de savoir est-ce que on pourrait trouver dans les dispositifs juridiques qui existent déjà, des outils qui pourraient permettre d'envisager la réception ou l'hypothèse même de l'admission d'un testament holographe numérique. Alors, le socle normatif, je l'ai évoqué, ce sont les dispositions de l'article 726. Le législateur insiste sur l'écriture manuscrite, parce que l'écriture manuscrite permet de présumer essentiellement l'identité du rédacteur, il permet l'authenticité de l'acte et l'intention de produire un testament. Le législateur vise également à accorder au testateur une certaine protection comparable au testament notarié. Notarié renvoyant ici à l'intervention d'un notaire pour accueillir l'acte de testament. Il y a donc une présomption que le législateur fait peser sur l'écriture manuscrite comme étant la plus sécuritaire. La jurisprudence, elle paraît constante à ce sujet, notamment celle de la Cour d'appel, de manière à exclure de l'admission ou à refuser l'admission d'un testament holographe dès lors qu'il y a l'intervention d'un tiers ou l'intervention d'un moyen technique. Le deuxième élément important qu'il faut retenir dans le dispositif normatif, c'est la signature. La signature manuscrite, parce que la société aujourd'hui a évolué et les interactions qui se nouent dans l'environnement social sont de plus en plus technologisées ou numériques. Mais le législateur insiste sur le fait que la signature manuscrite doit assurer un certain nombre de fonctions. Fonction d'identification parce qu'elle va rattacher l'acte à son auteur, fonction de clôture parce qu'elle marque la fin de disposition
et permet d'éviter des ajouts postérieurs frauduleux, et fonction d'intention qui traduit la volonté du testateur de consigner dans le testament holographe ses dernières volontés. Il y a un élément qui ne transparaît pas dans le dispositif normatif qui est la datation du testament. La loi n'insiste pas, mais elle recommande fortement, ou la jurisprudence n'a pas trouvé, en tout cas, à redire sur la date du testament. Parce que la date du testament poursuit également un certain objectif. Notamment, elle permet de situer le testament dans le temps, ce qui est un élément important pour résoudre quelques conflits qui pourraient naître éventuellement en cas de difficulté à identifier l'antériorité ou non d'un testament par rapport à un autre. Il permet également dans une certaine mesure, et ça c'est une infime mesure évidemment, de vérifier la capacité du testateur, la capacité juridique. Et elle permet de résoudre les conflits entre plusieurs testaments successifs. La vérification qui est un autre élément, parce que le testament holographe, puisqu'il est fait, écrit et signé de la main du testateur, pour qu'il soit opérant, il faudrait qu'il soit vérifié. Donc la vérification est le moyen par lequel le législateur vient autoriser le notaire ou le tribunal de donner acte de la volonté qui figure dans le testament holographe. Donc la vérification obligatoire est le dernier acte qui permet d'instrumenter le testament holographe numérique. Très rapidement, voilà un peu ce que exige le législateur comme élément de validité du testament holographe. J'ai beaucoup parlé de l'écriture manuscrite, de la signature manuscrite également. Donc, on peut en résumé dire que le testament holographe est un testament qui exige une forme d'autographie, qui est fondée sur l'autographie, c'est-à-dire l'écriture manuscrite. Puisque je vais vous amener dans une projection, dans la perspective d'améliorer, ou du moins d'envisager, pas d'améliorer, mais plutôt d'envisager les conditions d'admission d'un testament holographe, vous présumez évidemment très facilement qu'on sera confronté à une difficulté majeure. Comment est-ce que l'écriture manuscrite peut être reconnue dans l'environnement numérique pour pouvoir répondre au cadre normatif de l'article 726? Évidemment, tant aussi longtemps qu'on n'aurait pas modifié la lettre de la loi, on ne pourrait pas admettre le testament holographe numérique. Premier élément. Deuxième élément, on peut faire un exercice à l'effet de se projeter ou d'enjamber cette difficulté de réforme législative et se dire à quel prix et à quelles conditions on peut admettre un testament holographe numérique. En préparant cette petite intervention, je me suis amusé à aller chercher les dispositions qui pourraient nous aider, ou à tout le moins, un corpus législatif qui pourrait nous aider. Pour les praticiennes et praticiens ici présents et en ligne, il existe au Québec la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information. Et donc, la réflexion prospective que je mènerai va s'appuyer sur les outils juridiques, législatifs et réglementaires qui existent déjà au niveau de la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information. Parce que c'est une loi qui permet d'accompagner ou d'organiser quand même la circulation de l'information, la protection et de la gestion documentaire dans l'environnement numérique. Quelles sont les conditions ou à quelles conditions on pourrait admettre un testament holographe numérique? La première condition, c'est de faire jouer l'équivalence fonctionnelle. L'équivalence fonctionnelle étant ici le moyen d'établir une équivalence systématique entre les fonctions qu'assure une technologie, un support ou un écrit. Pour le dire simplement, si la signature a pour fonction d'établir un lien avec la personne qui signe, on va présumer
que la signature électronique pourrait assumer les mêmes fonctions. Donc, quand on va convoquer ou s'appuyer sur l'équivalence fonctionnelle, on pourrait envisager que l'écrit manuscrit pourrait avoir un équivalent dans l'environnement numérique. Mais la difficulté serait comment est-ce qu'un écrit manuscrit peut être reconnu comme écrit dans l'environnement numérique avec les exigences de l'article 726. Le législateur, sans avoir forcément à introduire une réforme profonde, pourrait établir quelques éléments qui se rapporteraient essentiellement à l'équivalence fonctionnelle, à l'intégrité du document, à l'identification ou à l'authentification du testateur. Ce scénario invite donc à repenser l'autographie dans le contexte numérique et sous le regard de l'équivalence fonctionnelle. L'obstacle principal à la reconnaissance du testament holographe numérique étant l'exigence d'écrit manuscrit, la LCC-JTI ne peut pas par elle-même évidemment abroger cette exigence. En revanche, elle peut offrir un cadre d'analyse ou un cadre de soutien théorique qui va permettre, autant pour moi, au législateur de reconfigurer la notion d'écrit manuscrit en lui substituant une notion plus large qu'il conviendrait d'appeler ou qui renvoie à la production personnelle d'un document par un moyen technologique, sous réserve évidemment d'exigences renforcées en matière d'intégrité et d'identification. Parce que l'enjeu pour le testament holographe numérique, c'est de garantir la sécurité que procure l'écriture et la signature manuscrite. Puisque la LCC-JTI reconnaît que l'information peut être transmise, enregistrée ou conservée, quel que soit le support, le législateur pourrait donc utiliser cette notion pour affirmer expressément que l'écrit holographe peut exister sur support numérique à condition d'être produit directement par le testateur. On va donc établir qu'un écrit personnel numérique peut remplir la même fonction qu'un écrit manuscrit si les garanties prévues par la loi cadre sont satisfaites. Il en va de même pour la signature. Il existe déjà un dispositif ou un corpus qui organise la signature électronique. On peut, à partir de ce corpus, identifier les critères de validité de la signature électronique et les appliquer à la signature électronique qui sera en substitution de la signature manuscrite. On pourrait aller vers une signature électronique qualifiée ou certifiée ou spécifique. Ça permet au législateur d'exiger, par exemple, un certificat unique qui est lié au testateur, une protection par authentification forte. On a le choix entre la biométrie, le dispositif physique sécurisé, ou on a la possibilité où on va créer une impossibilité de répudiation du testament pour éviter les éventuelles atteintes à l'intégrité du document testamentaire. Donc, ce mécanisme va supposer ou impliquerait que les articles de la LCC-JTI fassent l'objet d'un régime testamentaire autonome. Parce que la question du testament, une fois, est une question extrêmement sensible d'un point de vue sociologique et il vaut mieux offrir les garanties les plus suffisantes pour s'assurer que le testament holographe va assumer les mêmes ou va offrir les mêmes garanties de sécurité que dans l'environnement numérique. Il y a l'un des principes généraux de la LCC-JTI qui est articulé autour de l'intégrité documentaire. La question de l'intégrité peut être résolue avec la LCC-JTI. Donc, très rapidement, on peut observer que le cadre de la loi concernant le corpus, autant pour moi, de la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information est une première amorce qui pourrait aider le législateur, ne serait-ce qu'à réfléchir à l'idée d'identifier des conditions relativement sécuritaires pour l'admission du testament holographe numérique. Je ne vais pas m'attarder sur... Je ne sais pas, je n'ai pas le temps, Vincent, est-ce que je suis dans le temps? Je
Je ne vais pas davantage m'attarder sur la certification puisque j'en ai rapidement parlé, mais je me suis prêté à l'exercice d'envisager à quoi ressemblerait une proposition de réforme qui autoriserait le testament holographe numérique. Et cela impliquerait évidemment une modification de l'article 726. On peut avoir dans un premier alinéa ou maintenir dans le premier alinéa de l'article 726 l'option manuscrite qui ne va pas disparaître pour autant. Mais on peut aussi ajouter une autre option, celle notamment de dire que le testament holographe peut être fait par un écrit numérique produit personnellement par le testateur au moyen de dispositifs technologiques pourvu que, donc on va sortir cette nouvelle disposition d'un certain nombre de conditions sécuritaires, à savoir la signature électronique utilisée doit permettre d'identifier le testataire conformément aux dispositions de la loi cadre, la date doit être apposée ou automatiquement horodatée de manière fiable, le document doit être conservé dans un registre ou dispositif certifié et le législateur peut rajouter un autre alinéa qui va spécifier les modalités de certification de l'écriture et de la signature technologique ou numérique. Donc, le législateur pourrait expressément renvoyer à des règlements techniques qui définissent les plateformes susceptibles d'accompagner ce mouvement technologique. Ce sont des réflexions, je dirais, très prospectives. L'état du droit actuel n'est pas ou n'offre pas de perspective de modification à court terme, mais le débat devra avoir lieu parce qu'on voit dans la pratique notariale une évolution des façons de faire. Une évolution qui tient simplement au fait qu'on accueille maintenant des testaments notariés technologiques. L'étape d'après, je pense, c'est la transition pour introduire Maître Chalati. L'étape d'après va être d'admettre davantage les testaments faits devant témoins de manière technologique. Et donc, la réflexion, je la laisse pour discussion et l'option que je privilégie pour ma part est une option de rajouter ou de réécrire l'écrit manuscrit, c'est-à-dire introduire des éléments qui permettent d'admettre l'écriture numérique ou le support numérique ainsi que la signature, mais les assortir de conditions sécuritaires ou d'outils qui permettent déjà de sécuriser l'écrit et la signature. Je vous remercie. Donc, merci pour cette introduction, une transition assez claire pour que je puisse vous proposer un exercice en effet. L'exercice, c'est qu'on va faire un testament. Okay. J'ai écrit un testament sur un iPad et sur une feuille. Le 10 novembre 2025, je lègue tous mes biens meubles et immeubles à la chaire L.R. Wilson. Je désigne professeur Gautret comme mon liquidateur. Désolée, je ne vous ai pas averti de cette tâche. Et donc, c'est un testament devant témoin. J'ai écrit et reproduit la même chose sur une feuille. Et je propose à mes chers collègues d'être mes témoins. Donc, voilà. Je vais signer. C'est bien, c'est génial. Premier témoin, allez-y. Deuxième témoin. Deuxième témoin. Partage, Vincent. Et là, je vais faire la même chose, mais sur une tablette et un iPad. Je mets ça. Tu comprends pas ce que je veux dire. Voilà. Ce spectacle.
Je déterminerai par la suite si je vais les détruire ou non. Excellent, merci. Félicitations. Vous êtes riche. Donc, Pour parler de mon augmentation. la question qui se pose, c'est est-ce valide ou est-ce valide? Donc, on sait que ça, c'est ce qu'on a souvent et on reçoit souvent au bureau. Et au bureau, juste pour que vous le sachiez et qu'on ait la réflexion par la suite, c'est lorsqu'on reçoit un testament comme ça, pour des raisons de sécurité, on va le mettre dans un plastique parce que mon adjointe pourrait techniquement la mettre dans la déchiqueteuse, on ne va jamais savoir qu'est-ce qui s'est passé avec le testament. Et on a le testament qui est sur un iPad. Donc, ce que je vous propose pour ma présentation, c'est que là, vous m'avez observé poser les gestes nécessaires pour faire un testament devant témoin. Est-ce que ce fonctionne? Et pour ceux en ligne, comme vous n'êtes pas là, j'ai fait la représentation de ces deux supports. Et pour dire que c'est ce qui s'est posé spécifiquement dans la succession de M. Takin Ahmed. Donc, c'est un jugement qu'on a obtenu suite à un dossier qui s'est présenté au bureau. Donc, l'histoire est simple. J'ai reçu, comme j'ai dans ma pratique, on fait beaucoup de vérifications testamentaires, on a reçu une demande d'un client qui a dit que son père, M. Ahmed, est décédé le 30 juillet 2023. Et il avait fait un testament, donc c'était une succession testamentaire, et le testament en date du 18 juillet 2023 m'a été envoyé par courriel. J'ai reçu ce courriel et en cliquant sur le document, j'ai réalisé que la signature du défunt et des témoins était en effet numérique. Donc j'ai posé la question au client et j'ai dit est-ce que vous avez signé ça sur un iPad? Et la réponse était effectivement oui, c'était sur un iPad. Donc, si on peut rappeler les éléments de base de notre argumentaire qu'on a présenté à la Cour. Donc, on a un testament qui est fait devant témoin. Le testament devant témoin, on doit procéder à une vérification testamentaire. On veut faire la vérification de la forme. Je ne me suis pas aventurée à faire une vérification testamentaire devant notaire et admettre ce testament dans mon greffe technologique. Peut-être c'est rendu là, essentiellement. Donc, évidemment, on s'est présenté au tribunal. Et du point de vue numérique, on a 3 éléments. Donc, on a l'évaluation du support, la signature et évidemment l'intégrité. Donc, on doit analyser l'intégrité du document. Donc, restons dans le droit notarial classique. Donc, la vérification d'un testament devant témoin requiert qu'on rencontre les exigences de l'article 727 et 728 du Code civil. Donc, évidemment, les 2 témoins doivent être majeurs. Le testament devant témoin peut être fait à la main ou peut être fait par moyen technique, mais ce qui est important, c'est que c'est signé en présence des 2 témoins. Donc, il y a la signature du défunt des 2 témoins. Et s'il y a plusieurs pages, chaque page doit être paraphée. Donc, on doit mettre les initiales. Donc, dans l'affaire de M. Takin Ahmed, ce qui est intéressant, c'est que la forme, en effet, elle était parfaite. L'anecdote est la suivante, c'est que lorsque j'ai commencé ma pratique en 2013, vous savez, en tant que notaire, on essaie d'aller chercher des clients et on réalise quand on regarde les mots-clés sur Google, c'est que la recherche qui est la plus connue pour le testament, c'est comment faire un testament pas cher. Donc, pour aller attirer cette clientèle-là, j'ai mis sur mon site web un modèle. J'ai écrit une page, j'ai dit les 3 types de testaments, holographe devant témoin et devant notaire, et j'ai mis un modèle PDF d'un testament devant témoin avec une page de couverture qui dit « Attention, si vous utilisez ce formulaire-là, vous allez devoir vous présenter devant un témoin par la suite pour faire une vérification testamentaire et sachez que la vérification testamentaire, elle est en effet plus chère
qu'un testament notarié. Donc, vous pouvez procéder ainsi, mais n'hésitez pas à nous appeler pour qu'on puisse vous offrir le service du testament notarié, parce que le testament notarié a tel avantage, notamment qu'il est authentique, incontestable, etc. Mais cette famille en question, comme vous avez vu, la date de la rédaction et la date du décès sont assez proches. Donc, c'était une circonstance où les clients étaient en Ontario et n'avaient pas le temps nécessairement de me contacter et de faire la rédaction, et ils se sont contentés de cette forme de modèle que j'avais déjà mis sur mon site web, et ils ont juste suivi la forme telle qu'elle. Donc, en effet, dans les yeux de la Cour et telle que présentée, la forme était parfaite. Il n'y avait aucun souci quant à la forme du testament. Alors, si la forme est correcte, mais là, qu'est-ce qu'il y en est du support? Donc, on est ici, et donc, comme mon collègue vient de mentionner, on doit présenter, ou on doit regarder qu'est-ce que ça signifie l'interchangeabilité des supports. Vous avez vu devant vous deux testaments exactement les mêmes. Vous voyez qu'il y a les actes et les gestes nécessaires pour signer ces documents sont les mêmes. Mais si on regarde plus spécifiquement dans la LCC-JTI, on a le principe de l'équivalence fonctionnelle. Donc, la valeur juridique d'un document n'est ni augmentée ni diminuée par la seule raison de son support. Je rappelle aussi une affaire, l'affaire de la Cour de la Cour suprême, Dell Computer Corp, Union des consommateurs, où la Cour suprême vient confirmer que le principe d'équivalence fonctionnelle, en affirmant que le document de la même valeur, le document est de la même valeur, qu'il soit papier ou technologique. Donc ici, on a vraiment papier iPad, stylo Apple Pencil, et finalement, on doit évaluer l'intégrité de ces deux supports. En ce qui concerne... Désolée, je suis passée. Donc, en ce qui concerne le deuxième élément, on a aussi le principe de la neutralité technologique. Donc, il faut rappeler que dans le Code civil, on dit que le testament devant témoin peut être soit écrit à la main, soit écrit par moyen technique. Mais en effet, il n'y a pas de spécification quant au fait du support. Est-ce que ça peut être fait sur papier ou sur support technologique? Il n'y a aucune mention. Donc ici, la loi ne favorise pas un moyen technologique plutôt qu'un autre. Et donc, en conséquence, on peut admettre qu'on peut procéder par un moyen technologique sur un support technologique. Donc, évidemment, on parle ici d'un support PDF sur un iPad. Ensuite, la signature. Donc, la signature, vous l'avez vu, stylo, stylet. On a deux articles. Code civil dit et indique que la signature consiste dans la position qu'une personne fait à un acte de son nom ou d'une marque qui lui est personnelle. Donc, on peut voir des signatures manuscrites. On peut voir, par exemple, dans les bureaux notaires, quelqu'un qui ne sait pas écrire et qui fait un X, par exemple, mais c'est pour manifester le consentement. Donc, dans la LCC-JTI, on a l'article 39 qui dit que la signature peut être apposée au document au moyen de tout procédé qui satisfait les exigences de l'article du Code civil, mais dont on peut aussi assurer l'intégrité. Okay? Donc, je vous ai donné différents types de signatures. La mienne, qu'elle soit manuscrite, qu'elle soit dactylographiée, qu'elle soit du type de DocuSign, toute signature, techniquement, est acceptable. Et donc ici, avec la signature qui a été faite avec le stylet, dans l'affaire Takimedine, c'était acceptable. Et effectivement, dans le dossier, on avait une signature par le défunt, par les témoins, ainsi que les initiales sur chaque page, toutes avec le stylet. Donc, on revient alors au troisième point, et qui est celui de l'intégrité, et qui était le plus compliqué, nécessairement, dans la cause, parce que vous pouvez imaginer toutes les façons possibles de modifier un acte ou un document qui est fait sur un iPad. Si vous avez
une licence Adobe Pro 11 ou 12 ou quoi que ce soit maintenant, que ce soit le 100$ par mois que Adobe charge pour avoir accès à ces logiciels-là, vous pouvez imaginer qu'on serait en mesure nécessairement de faire la modification de ce document-là. Donc, comment est-ce qu'on démontre que l'intégrité du document, dans son cycle de vie, du moment qu'il a été créé, signé et transmis au notaire, comment est-ce qu'on démontre que l'intégrité est préservée? Mais en même temps, je voudrais que vous pensiez en parallèle, quelle est l'intégrité de ça? Hein? Donc, l'article 6 de la SCCJTI fait référence à différents aspects pour l'intégrité. Donc, on dit que ça devrait être possible de vérifier que l'information n'en est pas altérée et qu'elle est maintenue dans son intégrité durant le cycle de vie du document. Donc, le cycle de vie du document, dans l'affaire Takin Adine, c'était le fils de M. Ahmed qui avait rédigé sur son iPad personnel le testament. C'était fait sur Google Docs. Donc, Google Docs a un audit, un journal d'audit, où on peut voir toutes les actions qui ont été posées. Donc, j'ai demandé au client de me faire parvenir l'historique du document. Donc, c'est une trace, une empreinte technologique. Ensuite, on sait quelle est la dernière modification qui a été faite dans ce document-là, mais dans Google Docs, parce que c'est un système, un logiciel pour pouvoir écrire et non nécessairement signer, comment est-ce qu'on assure qu'il n'y a pas eu de modification entre cette étape-là et la signature? Donc, il y a eu une exportation de Google Docs vers un autre logiciel, une application en effet, GoodNotes. Et donc, cette action de exporter a créé une image qui est pixelisée du document. Donc, le fichier Word qui était altérable est devenu inaltérable dans cette deuxième application-là. Dans cette deuxième application-là, on a également le bénéfice d'un journal d'audit des actions et on a la signature qui est faite avec le stylet. Et par la suite, cette action-là, elle est horodatée dans l'application pour montrer le dernier geste qui a été posé. Donc, on sait même la seconde même où il y a eu la dernière intervention dans le document. Et par la suite, comment est-ce que ce document-là est transmis au notaire? C'est aussi important. Donc, on a proposé au client de nous transmettre le document via un moyen sécurisé. Donc, ce transfert du fichier vers notre bureau dans un moyen sécurisé et par la suite, de notre bureau est déposé sur Lexus. Donc, les procédures non contentieuses se font à la cour par moyen technologique et donc déposé à la cour, encore une fois, sans modification. Donc, le cycle de vie de ce document, on peut dire qu'il est possible de vérifier que l'information n'a pas été altérée, oui. Est-ce que l'intégrité du document est maintenue au cours de son cours de vie? Oui. Est-ce que le support démontre ou procure une stabilité et une pérennité à l'information? Oui, dans ce cas-là, oui. Et finalement, est-ce que les mesures de sécurité sont suffisantes et devraient pour protéger le document? Donc, également, dans ce cas-là, oui. Donc, on a ici préparé, en effet, une déclaration solennelle et expliqué la procédure technique à la Cour pour démontrer qu'on rencontrait les exigences établies par l'article 6 de la SCCJT. Et donc, la réflexion aussi qu'il faut apporter, parce que comme je vous ai dit, en parallèle, qu'est-ce qui en est de ça? Donc, il y a une tendance, quand on parle de sécurité technologique, on a une tendance d'appliquer un désir d'une sécurité supérieure. Parce que c'est technologique, on se dit, non, mais ça devrait être mieux, on ne devrait pas être en mesure de modifier le document. Mais si je vous dis que j'ai reçu, il y a 2 ans, j'ai fait la vérification testamentaire d'un testament devant témoin, Madame Wilson, en effet,
coïncidence. Madame Wilson avait rédigé un testament sur la demi d'une feuille quadrillée en 1995. Okay. Elle l'a rédigé à la main. Donc, d'un côté, c'était son testament. Le verso, c'était son mandat de protection. En 2016, donc 95 en 2016, Madame Wilson n'a pas jugé nécessaire de réécrire la modification dans un nouveau document. Elle a décidé de rayer le nom d'un de ses fils comme liquidateur et elle a mis une initiale pour dire que véritablement elle avait modifié son testament, mais il n'était pas nécessaire, selon elle, de réécrire à la main ou peut-être proposer entre 1995 et 2016 que quelqu'un peut-être pouvait l'aider par moyens technologiques, tout pour dire qu'elle ne voulait pas, certainement pas aller chez le notaire, clairement. Donc, je pose la question, quel est le niveau de sécurité de ce document-là? Et est-ce qu'on doit s'attendre à un niveau de sécurité supérieur nécessairement si le testament est fait devant témoin sur support technologique? Donc, c'est toujours important de faire cette comparaison-là parce qu'on a toujours le testament notarié. Donc, le testament notarié qu'on travaille en tant que notaire pour assurer la sécurité ultime. Ce que je vous ai mis ici à l'écran, en effet, c'est la couverture obligatoire de tous les documents notariés qui vont sortir du greffe central numérique. Donc, en effet, je fais partie des 12 premiers notaires qui utilisent le greffe central numérique depuis 2 semaines et demie, approximativement. Et donc, c'est ce que vous voyez ici. Et c'est pour faire ce parallèle-là, pour dire, oui, donc, on est dans une société de plus en plus digitalisée. Donc, le client, lui, il peut, depuis 2020, faire son testament devant notaire sur support technologique. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas le faire sur un iPad? En effet, c'est la question principale qui a été posée par la juge Poulain. Elle a dit, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il l'a fait sur un iPad? Et la réponse est, pourquoi pas? Le client, lui, il va à la banque, il signe sur un support technologique. Il veut vendre sa propriété, il rencontre un courtier, il signe sur un support technologique. Il va chez le notaire, il veut faire son testament, il signe sur un support technologique. Alors, si on a des étudiants aujourd'hui qui sont en train de prendre toutes leurs notes sur support technologique, alors pourquoi est-ce que ces étudiants-là, comme le fils de M. Ahmed, n'ont pas nécessairement, ou c'était un instinct naturel pour eux, de préparer le testament sur un iPad, sur un Google Doc, et le transférer sur GoodNote, qui est une application souvent utilisée par des étudiants aussi pour prendre des notes, et permettre au père de signer en présence des deux témoins. Donc, c'est cette idée-là que je vous apporte pour dire que si on est dans une société qui évolue et que, par exemple, dans la profession, on va de plus en plus vers le numérique, on sait que l'acte notarié deviendra bientôt obligatoirement technologique et le papier serait exceptionnel. Et même si on le signe sur papier, éventuellement, on va devoir le numériser le plus rapidement possible pour le mettre dans le GCN et détruire le papier. Donc, c'est un élément comparatif avec la question qui se pose. Est-ce que, dans ce cas-là, le testament fait devant témoin sur support technologique est valable? Et la réponse de la Cour, c'est oui, c'est bien valable. Alors, c'est tout pour moi, mais je voulais faire une dernière réflexion. J'invite tout le monde à dire, mais si aujourd'hui la rédaction et les notaires sont spécialistes de rédaction et tout se fait sur papier ou PDF, est-ce qu'on pourrait imaginer peut-être dans l'avenir la réception d'un testament audio, vidéo? Est-ce que le greffe central numérique serait en mesure de recevoir des fichiers autres que des PDF? Et donc, est-ce qu'on va dans cette direction-là? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer? Donc, à voir. Où est-ce que le droit va nous porter? Où est-ce que la société va nous porter?
J'adorerais que les questions nous amènent sur cette dernière question notamment, mais sans transition, laissons l'équipe. Et merci tous les deux d'avoir respecté les 20 minutes. Moi, je cours plus le risque de me dépasser. Merci, c'était très intéressant. Alors, moi, je suis l'intrus, puisque je vais présenter un peu le droit français, mais je vais avoir également un regard sur le droit québécois, et ce que vous avez dit tous les deux est très intéressant. Juste rappeler très brièvement qu'en France, nous avons 3 testaments, 4 à vrai dire. On a effectivement le testament notarié, qui se fait devant un notaire et 2 témoins ou devant 2 notaires. On a, alors chez vous, c'est un testament notarié avec un notaire et un témoin, voire 2 témoins si on a une personne qui, par exemple, est aveugle et n'est pas capable justement de, en tout cas, est atteint d'un handicap qui justifie qu'il y ait un 2e témoin. On a le testament holographe qui doit être rédigé et signé de manière manuscrite avec une date en principe, donc ça encore il y a un contentieux sur le sujet. Et puis on a le testament mystique où on peut le rédiger sur n'importe quel support, éventuellement même le mettre sur une clé USB et le déposer dans une enveloppe cachetée qui ensuite est déposée au rang des minutes du notaire. Donc voilà quelque chose qui ne correspond pas au testament devant témoin que nous n'avons pas, d'accord, même si on va pouvoir faire, à mon avis, un certain nombre de parallèles. Et puis on a le testament international qui se fait devant un notaire et un témoin, et pour les États qui ont signé cette convention internationale, eh bien, ça permet justement d'admettre n'importe quel support, là aussi, donc support numérique. Quand on évoque le testament numérique, mais c'est la même chose au Québec, me semble-t-il, hein, il y a 3 hypothèses. Soit c'est le testament qui est numérique par son contenu, c'est-à-dire que c'est un testament qui porte sur un objet qui est un objet numérique, soit les données personnelles, les données numériques, soit un actif numérique, hein, que ce soit des crypto-monnaies ou des tokens. Soit c'est un testament numérique par la procédure, c'est-à-dire qu'on va aller chercher un modèle qui est mis à notre disposition, notamment sur Internet par exemple, mais le testament numérique dont on va parler ensemble, c'est le support numérique, donc par son contenant, et en la matière, on va voir qu'en droit français, on est... Alors, est-ce qu'on est plus prudent? Disons qu'on peut faire preuve d'audace, mais avec prudence, ce qui permet justement de trouver un juste équilibre. Je pense que c'est un peu comme ça qu'on présente les choses. Alors, je vais commencer par le testament notarié. Ensuite, je me permettrai, si vous voulez bien, de faire quelques observations, et puis ça permettrait d'avoir des questions également sur les 2 testaments que vous avez présentés, et puis ouvrir sur ce que vous avez évoqué, l'audio et la vidéo, pourquoi pas, tiens, c'est assez intéressant. Alors, sur le premier aspect qui concerne le testament notarié français, donc, l'idée c'est qu'un testament, en tout cas en France, quand il se fait devant un notaire, c'est soit un notaire avec les éventuels, les fameux 2 témoins, ou éventuellement on peut avoir 2 notaires dans des opérations qui sont plus sensibles. Tout est numérique, puisque vous êtes dans son bureau, et à un moment donné, tout va s'afficher sur l'écran, et on va avoir ensuite la signature des 2 témoins, et la signature du testateur. Mais en réalité, ce n'est pas une vraie signature en tant que telle, c'est l'image de la signature que l'on va faire, que l'on va inscrire sur une sorte de un petit support qui ressemble à une tablette, et puis on va voir la signature qui s'affiche à l'écran. Mais ce n'est pas une vraie signature. Et la vraie signature, en réalité, c'est celle du notaire. Et c'est celle qui importe le plus, à vrai dire, puisque ça va donner la valeur d'un acte authentique, avec sa force exécutoire, sa force probante exceptionnelle, et c'est ça qui intéresse. Donc, finalement, c'est quand même déjà un assouplissement, parce qu'il y a eu des discussions. Est-ce qu'on peut, pour un acte authentique électronique, admettre une signature qui n'est pas une vraie signature, mais une simple image de la signature? Mais c'est admis, c'est une forme d'assouplissement. Après, est-ce qu'on peut aller plus loin? On sait qu'on a l'acte authentique à distance, qui, au moment de la crise Covid, est apparu, et on l'a admis exceptionnellement, mais on l'a admis, mais pas pour le testament. On le refuse pour le testament, on le refusait, on le refuse encore, et si aujourd'hui on a la procuration notariée à distance, ce n'est pas envisageable pour un testament, puisqu'il ne peut pas y avoir de procuration dans le cadre du testament. Donc si on s'arrête à ça, vous voyez que le droit positif français, pour ce qui est du testament notarié, n'est pas révolutionnaire. Néanmoins, dans les propositions qui sont faites pour l'avenir, l'objectif, ce serait peut-être d'encourager un testament à distance. C'est ce qu'on appelle le cyber-testament. Il a été proposé par un certain nombre d'auteurs, et il exige en tout cas, puisque la limite, le seul obstacle en tout cas aujourd'hui, c'est un obstacle technologique.
puisque pour qu'on puisse le faire à distance, il faut 2 clés réelles qui interviennent en même temps. Et il est vrai que techniquement, l'ADSN, qui est l'organisme qui se charge justement de tous ces aspects techniques de la profession, n'avait pas développé cette technologie, et donc rendait technologiquement impossible cette double signature des notaires à distance. Maintenant, c'est possible. C'est-à-dire que l'ADSN a développé cette technologie, donc ce n'est plus un obstacle technologique, et on pourrait, c'est une volonté politique maintenant, développer ce type de cyber-testament, comme on l'appelle. Voilà, on s'arrête là, pour ce qui est du testament notarié. Maintenant, si je m'intéresse à ce que vous avez évoqué, là c'est beaucoup plus intéressant. D'abord, je vais reprendre le testament holographe. Si on prend notre testament holographe, il faut qu'il soit écrit de la main du testateur et signé de la main du testateur. Et il n'y a a priori aucune exception. Maintenant, il y a des tempéraments. Il y a un tempérament, par exemple, dans l'hypothèse où on avait un testament qui était manuscrit, mais qui était accompagné d'un testament dactylographié. Pourquoi? Parce que la personne ayant Parkinson avait peur qu'on ne puisse pas reconnaître, justement, et comprendre le sens de ce qu'elle avait écrit. Ça a été validé. On a l'hypothèse du testament en braille, qui a été validé par un tribunal de Rouen en 1936, et puis implicitement dans une décision de la Chambre criminelle beaucoup plus tôt en 2021. Et là, on l'a admis parce qu'on a considéré qu'on pouvait établir un lien avec la personne qui l'avait écrit en braille, et puis finalement, c'est sa manière à elle de d'écrire de manière manuscrite et de le signer. Donc, il n'y a pas eu de difficulté, mais ça reste néanmoins un assouplissement. Est-ce qu'on peut généraliser et considérer que aujourd'hui, le fait que ça soit dactylographié et puis signé, mais dactylographié et signé de la main, est-ce que ça suffirait pour le valider en tant que testament holographe? Alors on sait qu'au Québec, il y a eu des décisions isolées, hein, l'affaire Gendreau en 2012, je crois, l'affaire Archambault en 2013. En France, on a une décision de la Cour d'appel d'Amiens. J'ai beaucoup de respect pour Amiens, mais ça reste néanmoins la Cour d'appel d'Amiens. Et en 2022, elle a dit n'importe quoi. C'est-à-dire qu'elle a, en violation des textes, considéré qu'on avait quelque chose qui avait été tapé sur ordinateur et on a comparé ce qui avait été fait avec une écriture qui figurait sur un document, un questionnaire de santé. Et donc en comparant les deux, finalement, on a validé ce testament dactylographié. Sauf que ce n'est ni une signature manuscrite, ni une signature électronique. Et donc la signature qui avait été faite apparemment sur un document, sur un ordinateur ou une tablette, enfin peu importe de toute manière, ça ne peut pas, dans notre législation, au regard de nos textes, être considéré comme un testament holographe. Alors, maintenant on a le testament devant témoin. Est-ce qu'on pourrait, et là on va mélanger l'holographe et le devant témoin, puisqu'on ne l'a pas, nous, ce testament devant témoin, mais c'est vrai que quand on prend une tablette, et vous avez fait une très belle démonstration, c'est-à-dire qu'on écrit comme on écrirait sur un papier, on signe comme on signerait sur un papier, et l'inquiétude à l'époque de Jacques Flour, qui est un grand spécialiste de la forme, c'est qu'il disait, quand on tape, il est difficile de taper sur ordinateur, il est difficile d'analyser la frappe de l'auteur et de vérifier justement qu'il y a une frappe particulière, parce que quand vous tapez, si vous tapez fort ou pas fort, la lettre s'inscrit de la même façon sur votre écran. Donc, c'était un argument qu'on pouvait avoir à l'époque. Mais maintenant qu'on a cette possibilité justement d'une analyse graphologique également, hein, qui pourrait se faire sur un écran et comparer un peu, on se dit, pourquoi pas l'admettre comme étant une forme d'écriture manuscrite et de signature manuscrite. Sauf que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible en l'état des textes. Pourquoi? D'abord parce que on a effectivement, comme vous, hein, des textes qui nous disent qu'il y a une sorte d'équivalence fonctionnelle entre l'écrit papier et l'écrit électronique. Sauf, nous dit l'article qui vient juste après, je crois que c'est en 175 du Code civil, sauf en matière de famille et de succession. Pourquoi? Parce que on ne peut pas réfléchir sur le testament sans le rattacher à une certaine culture. Et notre culture, qui n'est pas très éloignée de la vôtre, c'est de dire que il y a une sorte, c'est Mallory qui disait ça, il y a une sorte de soliloque devant la mort. Et donc, la forme est présente pour compenser l'absence de la personne. Et il ne faut pas oublier que la liberté testamentaire repose sur le respect de la volonté, que ce respect de la volonté est lié à la liberté de disposer, que la liberté de disposer fonde la liberté de tester, que c'est une liberté fondamentale, etc., etc. Et donc voilà pourquoi on attache autant d'importance finalement au respect de la forme.
Et pour l'instant, en tout cas, et notamment dans la famille et en droit des successions, pour l'instant, on n'admet pas justement cette équivalence fonctionnelle en droit de la famille, en droit des successions. Ensuite, il y aurait peut-être un problème de conservation. Maintenant, ça peut être réglé assez facilement, c'est on l'imprime ou éventuellement on le met sur une blockchain. Et si vous avez l'empreinte numérique, alors là, en termes d'horodatage et de suivi également du document, là, c'est une technologie qui peut rendre service en la matière. Et puis, il y a la signature, et c'est le vrai problème. C'est que la signature électronique, pour nous en tout cas, bénéficie d'une présomption de fiabilité à la condition que vous respectiez justement la procédure d'une signature qualifiée. Et donc, cette présomption de fiabilité n'existe pas avec une signature quelconque, et notamment la signature qu'on peut avoir sur une tablette. Donc, il y a des obstacles de ce type qui ne permettent pas justement de consacrer la décision de 2025. En même temps, dans la décision de 2025, quand je reviens, c'est plus une interrogation là, et j'aimerais bien avoir votre retour, c'est que quand je lis la décision, on se concentre beaucoup sur l'écrit. Et on a l'impression que finalement la signature, il n'y a pas trop de difficultés, il n'y a pas beaucoup d'interrogations à avoir. Alors nous, en tant que Français, on en a beaucoup parce qu'il n'y a pas de présomption de fiabilité dans ce cas-là. Mais je me demande si, plutôt que passer par les articles 727 et 728, on peut admettre que le support, le texte le dit expressément. Le support peut être un support qui n'est pas manuscrit et qui peut être technologique. Mais pour la signature, c'est pas exactement la même chose. La signature devrait être traitée à part. J'ai l'impression que dans la décision, on mélange un peu tout, l'écrit et la signature, mais c'est peut-être juste un sentiment. Je me trompe probablement. Et je pense que peut-être cette solution aurait été moins choquante si on était passé, et dites-moi si je me trompe, par l'article 714. C'est-à-dire que c'est pas exactement ce qu'on attendait des articles 727 et 728, mais ça satisfait l'essentiel et la volonté, il y a une volonté non équivoque qui s'exprime, ce qui aurait permis au jugement de ne pas trop bouleverser les habitudes du droit québécois, tout en admettant ici qu'il est vrai néanmoins que ça correspond bien à cette exception et cet assouplissement qu'on a prévu au sein de l'article 714, qui a été prévu justement pour permettre une certaine souplesse dans l'application de la forme pour le testament holographe et le testament devant témoin. En tout cas, c'est essentiellement une réflexion que j'ai en ce sens. Et pour finir, et puis après je pense qu'on pourra échanger, mais pour finir, pour être le plus court possible, sur le testament holographe, je suis d'accord avec vous, peut-être qu'on a une vision qui est beaucoup trop classique. D'ailleurs, et je vais faire comme vous. Voilà, j'ai un notaire, un ami qui est Jean-Dominique Rocher, et qui était en train de se promener, et puis à un moment donné, il me tend ça, il me dit « Tiens, c'est pour ta conférence ». Alors, je dis « Mais il se moque du monde, quoi ». Il dit « Si, regarde, tu pourras inscrire ton testament ». Il dit « Tu as raison ». Donc je l'ai fait. Alors je suis beaucoup plus égoïste que vous. Je sous-signais, je ne me suis pas tous les dire, hein, mais je sous-signais Monsieur Meki, né le demeurant A, lègue tous mes biens à mon épouse Soraya Mrani Meki, né le demeurant A, date et le lieu et la signature. Ça, en France, c'est parfaitement valable. Donc, quand j'ai ça, je me dis, quand même, il va bien falloir quand même qu'on change quelques petites choses. Mais on a d'autres affaires, hein. Derrière une machine à laver, on avait inscrit sur du papier toilette, on avait inscrit... Donc, à la rigueur, voilà, si c'est une démonstration par l'absurde, on pourrait quand même faire évoluer les choses, mais c'est le législateur qui devra le faire. Et je finis sur ce que vous avez évoqué sur l'audio et la vidéo. C'est très intéressant parce que en Suisse, on admet l'audio et la vidéo. En Chine, on admet la vidéo, mais avec des témoins. Et en France, le 117e congrès des notaires avait proposé justement, dans des circonstances exceptionnelles, d'admettre le testament vidéo, d'accord, ou audio. Alors, les personnes ont critiqué, je pense que la critique n'est pas bonne, en disant « mais non, c'est pas possible, c'est trop précipité », alors que dans l'écrit, on prend conscience de ce que l'on fait, de ce que l'on dit, de ce que l'on donne, de ce que l'on lègue. Je suis pas d'accord, parce que quand quelqu'un s'enregistre, et on l'a tous fait, généralement on se prépare. Regardez, là, je sais que je suis enregistré, donc j'ai un peu préparé, mais j'ai un peu réfléchi à mon propos. Parce que comme je vais être enregistré, j'ai pas envie de le faire 10 fois. Donc, j'ai bien ordonné mes idées. Je sais ce que je vais dire. D'ailleurs, c'est la dernière image que je vais donner à ceux qui vont me regarder. Donc, je fais en sorte quand même de m'exprimer correctement. Alors, pas aujourd'hui, j'espère. C'est pas la dernière fois que je m'exprime, mais celui qui fait ce testament. Et donc, vous voyez bien que c'est faux de dire que quand vous vous enregistrez, il y a moins de préparation, moins de prise de conscience. Donc, c'est pas ça l'argument. L'argument, il y en a 3. Le premier, c'est que ceux qui défendent auprès, notamment des congrès des notaires, ce testament vidéo dans l'urgence, c'est justement dans l'urgence. En cas d'attentat, de catastrophe naturelle. Donc, ce sont des personnes qui ont peur
des personnes qui se précipitent, des personnes qui ne sont pas, en tout cas pourvues à ce moment-là, d'une volonté libre et éclairée. Moi, je doute vraiment qu'on puisse véritablement défendre ce testament dans ce type de circonstances exceptionnelles, et c'est les exemples qui étaient donnés. Deuxième, c'est qu'on va déplacer le contentieux. Qu'est-ce qu'une circonstance exceptionnelle? Qu'est-ce qu'une circonstance normale? Et là, à mon avis, on va avoir un contentieux qui va naître. Et le troisième, la volonté doit être indivisible. Et si on commence à créer des volontés intermédiaires, il y a la volonté des circonstances exceptionnelles, il y a la volonté des circonstances normales. Pour ce qui est du testament qui n'a pas été pensé de cette manière, je pense que ça serait contraire justement à la nature du droit français. Quoi qu'il en soit, il est sûr que les choses doivent évoluer, que l'affaire que vous évoquez permet d'en discuter, et probablement la France est beaucoup plus prudente qu'audacieuse, et comme je vous l'ai dit au début, il faudrait peut-être un tout petit peu plus d'audace pour arriver à un juste équilibre. Voilà, merci de votre attention. Il est 5h32, donc nous avons 30 minutes d'échange. Vous savez, quand on organise une conférence, il est de commune renommée de dire qu'on remercie un intervenant pour leur brio et la pertinence de leurs propos, mais là, en tout cas, à mon avis, c'est vraiment vrai. Et j'ai beaucoup aimé vos interventions. Il y a déjà des mains levées. Moi, je vais m'autoriser déjà une petite salle de questions. Je vais en faire un chacun. En fait, je vais en faire deux parce qu'il y en a une qui concerne deux personnes, puis vous êtes le premier juste après. Ma première question, c'était par rapport, dans le cas d'Eddy, de la certification, dans le cas de Mustapha, de la blockchain, de faire donc éventuellement des testaments holographes sous réserve, en tout cas au Québec, du changement de la loi. Mais il me semble que l'idée du testament holographe, la sécurité qu'on associe au caractère manuscrit, c'est évidemment une question de preuve, mais aussi un élément très formel, en fait, un formalisme de protection, de prise de conscience. Alors je pense que protection, c'est dans Longfellow, c'est un peu l'équivalent, je pense qu'on parle du même article de Flour dans les mélanges Ripper, c'est ça? C'est vrai. Que Daniel Magui a pris un merveilleux ouvrage de collaboration. Mais ce texte de Flour est hyper important, comme parce que je sais qu'il est cité, je pense, d'Archambault par la Cour d'appel, le texte de Longfellow. Je pense que tu vas rencontrer le juge Casirère. C'est le juge Casirère qui, dans Archambault, à l'époque où il était prof Casirère, citait ce texte de Longfellow, 1941, dans le Colonial Review, où il dit qu'il y a trois fonctions, trois formalismes associés au contrat: la preuve, la prise de conscience, et puis le channeling function, c'est-à-dire un critère d'efficacité qui est plus notamment lié au caractère unique, par exemple. Mais je crois, et c'est ce que dit la Cour d'appel dans Archambault sur la base du propos, du texte de Casirère, que dans le testament holographe, il y a un aspect protection. C'est-à-dire, on peut avoir la plus belle blockchain, plus sécurité à la circulation, mais en bout de ligne, il faut s'assurer que c'est vraiment ça. Et je dirais, surtout moi maintenant qui n'écris plus jamais, écrire, ça fait mal maintenant. Et donc, c'est un élément, si je devais écrire un élément de testament, le fait d'écrire à la main, c'est une forme qui fait mal, qui accentue le caractère formel. Alors, je ne sais pas si vous avez tous les deux un point de vue sur cette fonction de prise de conscience, qui, je pense, en tout cas, a été déclarée par notre Cour d'appel dans l'holographe. Puis ma question à vous, Dalia, et quand on lit le jugement, pas du tout, moi vous m'apprenez, le jugement ne dit pas grand-chose en fait, mais sur l'attestation que vous avez faite avec la journalisation des données, j'ai lu tout à l'heure, c'est le paragraphe 23 qui dit « L'attestation a été faite comme quoi l'intégrité du document est consacrée ». Et on réfère, alors on ne parle pas de Google Doc, mais on réfère à GoodNotes. L'exportation. On parle du terme exportation de GoodNotes, qui à mon avis est un transfert vers le WCAG.
et qui devrait donc être documenté. Il faut regarder un petit peu. Alors, ça c'est vous qui l'apprenez. Et puis à certains égards, puis c'est sous réserve, moi j'ai l'impression qu'un audit de doc, je pense que ça se trafique. Sous réserve là d'une validation, mais... Oui, mais est-ce que le testament papier, ça se trafique? Aussi. Exactement, donc c'est ça le point. En bout de ligne, c'est une force probante qui est appréciée par le juge. Je suis d'accord, mais ça transparaît absolument pas. Je ne sais pas si... En tout cas, je trouvais ça vraiment passionnant, ce point de vue-là, parce que vous me l'apprenez complètement. Je ne sais pas si vous voulez réagir à mon propos ou peut-être qu'il y a plus un commentaire qu'une question. Franchement, oui, je pense que traditionnellement, ça a été pensé comme ça, mais parce qu'on est dans et notamment ceux qui ont écrit les textes, et même en 2000, hein, où on commence à avoir cette équivalence fonctionnelle, on n'a pas encore une génération de personnes et ça a été très bien dit par Dalia, une génération de personnes qui n'abordent pas le numérique comme nous on l'aborde. Moi, d'ailleurs, la preuve est là, hein, ma manière d'aborder le numérique, c'est de toujours écrire sur papier. Parce que je suis une génération papier, c'est-à-dire que moi, mes idées, elles me viennent plus facilement quand j'écris de manière manuscrite, et ma structure de pensée, je préfère barrer, revenir en arrière, faire des flèches, plutôt que d'avoir quelque chose sur l'écran où j'écris pas de toute manière de la même façon, notamment pour une expression orale. Mais on a toute une génération qui est née avec ça. Donc l'idée qu'il y ait une prise de conscience, le fait d'écrire sur ordinateur ou sur une tablette, pour ces générations-là, je pense qu'elle existe vraiment. Donc les choses doivent évoluer de toute manière. Je pense, hein, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette décision, et je pense qu'elle va trop loin, trop vite, peut-être, mais peu importe. En plus, moi, je ne suis pas québécois, donc c'est un point de vue extérieur, donc ça ne vaut pas grand-chose. Mais je pense qu'on pouvait y aller par étapes, et justement valoriser le travail qui avait été fait par les juges et par les avocats, qui était de démontrer qu'il y avait bien ce lien, et qui justifiait qu'on passe par 714 plutôt que par une application pure et simple de 727 et 728. Vous voyez, déjà, en plus, je me permets d'aller chercher des articles en disant que... C'est le sentiment que j'ai. Mais sur le principe, je trouve que dire que de manière manuscrite, on exprime désormais, il y a une prise de conscience qui n'existe pas sur une tablette, sur l'ordinateur peut-être un peu moins, surtout qu'en plus on peut modifier les paragraphes, les remonter, etc., où il y a quelque chose qui se construit un peu de manière beaucoup moins linéaire, mais quand on le fait sur une tablette, on écrit sur cette tablette. Tout le problème, c'est ensuite un problème d'intégrité et de sécurité. Mais on écrit sur cette tablette, et à la fin, on se relie, puis on signe. Moi, j'ai plein d'étudiants, effectivement, qui prennent leur cours sur ce type de tablette, ou d'autres, pas nécessairement un iPad, mais il y a tellement de tablettes maintenant, il y a même des ordinateurs tablettes, et qui après transforment même l'écrit en version dactylographiée. Je pense qu'il faut nécessairement évoluer là-dessus, et je ne crois pas que la prise de conscience soit vraiment... Il y a un côté culturel, traditionnel, ce que disait Flour, et le côté des belles formules de Mallory sur le soliloque. Donc on est d'accord, mais il faut quand même, à mon avis, en termes ça n'aura pas la même force probante qu'un acte notarié. Je pense que la solution, en réalité, quand on fait un testament, c'est d'aller voir un notaire. Moi, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, et pas aller voir un notaire pour déposer quelque chose dans une enveloppe qui est le testament mystique. On va le voir, le notaire, et puis il nous accompagne, il nous conseille, avec un témoin ou deux témoins, avec deux témoins ou deux notaires, peu importe la situation. Et c'est ce qu'il y a de plus sécurisé si on veut être sûr que ça ne soit pas contesté. Tout le reste est contestable. C'est le principe. Donc, plus ou moins contestable, mais contestable. Je pense que le ligne est là. Ben, j'apprendrai quasiment dans le même sens, et je situerai beaucoup plus cette prise de conscience dans le temps, temporellement. Elle est propre, je dirais, à une certaine génération. Parce que le Code civil du Québec est inscrit dans le temps d'avant le tout technologique. Et donc, on a laissé supposer que la prise de conscience vient du fait d'écrire. Je pense qu'aujourd'hui, on peut affirmer que non, cette prise de conscience, il faut la relativiser. Elle est autant présente lorsque on écrit à la main, on signe à la main, qu'elle l'est quand on construit parfois ses idées dans l'environnement numérique ou en utilisant des dispositifs technologiques ou numériques. Donc, le rapport qu'on a
à ce formalisme de protection et de sécurité est un rapport qu'il faut situer, de mon point de vue, dans le temps. Et peut-être que si les rédacteurs du Code civil avaient connu, ou du moins s'étaient projetés dans ce qui adviendrait comme société, peut-être qu'ils auraient encore une ouverture et qu'on aurait plus de facilité à reconnaître que le testament holographe pourrait éventuellement admettre une écriture numérique, parce qu'il y a des tablettes, Moustapha parlait de tablettes, il y a des tablettes graphiques qui sont manuscrits, qui permettent d'écrire à la main. On rencontrerait une condition, mais le support demeure un support technologique. Et donc, je dirais, la question du testament est une question sociologique, ancrée et chargée. Donc, l'approcher requiert quand même certains formalismes qui se justifient, mais il faut aujourd'hui, je pense, réfléchir à ne pas forcément, j'ai la même prudence que l'approche française, il faut oser, mais sans faire de folie, si je puis m'exprimer en ces termes. Donc, ma lecture de cette prise de conscience est une lecture relative. Elle a besoin d'être inscrite dans le temps pour comprendre qu'elle appartient à une certaine époque et que si c'est à faire aujourd'hui, on n'aurait pas placé le curseur sur ce formalisme dit de sécurité. On aurait cherché ou identifié d'autres mécanismes ou d'autres facteurs qui pourraient procurer davantage de sécurité au testament. Donc, je complète un peu le propos de Moustapha en ce sens, suivant la logique québécoise. Pourtant, il faut garder en tête qu'on est en train d'exprimer parce qu'on dit « Ah, c'est le testament, c'est quelque chose d'unique, de sacré d'une certaine façon », mais pourtant, on voit l'usage de la blockchain avec e-RC, par exemple, avec la certification de documents très importants, que ce soit un certificat de naissance ou de décès. Et donc, pourquoi ne pas dire que le testament, qu'il soit écrit à la main, manuscrit sur une feuille, ou écrit avec un stylet sur un iPad, si admis, par exemple, sur une chaîne de blocs, ben, quelle est la différence? Je ne vois pas pourquoi la prise de conscience-là doit être évaluée d'une façon ou d'une autre. C'est une technique, c'est un outil technologique pour garantir une sécurité. Ce n'est pas un lien direct avec la prise de conscience de l'individu lui-même qui s'est dit « Ok, je vais écrire mon testament aujourd'hui ». Et donc, ultimement, je trouve que l'usage d'une sécurité, de telle une technologie comme la chaîne de blocs est quelque chose d'intéressant, qu'on pourrait dire, oui, mais on peut aller plus loin, on peut dire le brevet, l'acte en brevet, est-ce qu'on pourrait le déposer dans une chaîne de blocs? Donc c'est un usage qui nous permet, parmi ces outils-là, ajouter un niveau de sécurité à des documents que la société a à portée de main. Hein? Donc, nous, si un client vient et me dit « Moi, j'ai peur de mourir demain, j'ai pas le temps d'attendre que vous me fassiez mon testament la semaine prochaine, mais je lui dis « Voilà, prends une feuille de papier, je vous dicte ça tout de suite, vous allez l'écrire, vous allez le quitter en paix. Vous revenez la semaine prochaine et c'est beau. » Je pourrais, moi, aller prendre ce document-là, le déposer dans une chaîne de blocs, disons que la Chambre des notaires se développe une chaîne de blocs, je le mets là. On peut aller dans une certaine direction avec cette idée-là. La prise de conscience de l'usage de la technologie et la prise de conscience, pour moi, c'est deux choses carrément séparées. La prise de conscience, elle est présente, que ce soit sur le iPad, sur mon ordinateur ou écrit à la main. Et juste pour retourner à un commentaire que vous avez fait, j'ai l'impression, peut-être j'ai tort, mais quand vous évaluez l'écriture ou l'écrit d'un testament devant témoin, il faut se rappeler que dans le Code civil au Québec, l'écrit peut être fait par un tiers. Donc c'est pas nécessairement une prise de conscience de l'individu lui-même qui a lui-même rédigé son testament, parce qu'il aurait pu dicter son document à son fils ou le dicter à un notaire qui, pour une raison ou une autre, a choisi de ne pas le recevoir sous forme notariée. Donc, l'écrit en soi, on le porte pas, on l'évalue pas de la même façon où on va aller chercher un témoin pour évaluer l'écriture d'un testament holographe. L'écriture ne me dérange pas, c'est la signature. Donc, la signature, elle vous dérange parce que...
Parce que le mode de raisonnement chez nous est que la signature suppose de pouvoir être certain du lien avec la personne, de sa fiabilité, de l'intégrité de la signature, et c'est la raison pour laquelle on pose une présomption de fiabilité dès lors qu'il y a une signature qui est qualifiée. Et j'ai l'impression que dans la décision, la signature, elle intéresse moins que le support écrit. Alors que pour moi, le nerf de la guerre est dans la signature. Mais regardez, quand on signe un acte technologique à distance, la signature du client, elle est carrément numérique. Oui, mais c'est pas un testament, parce que j'aurais pu donner l'exemple du compte que j'ai ouvert à Banque Royale sans lui faire de pub. Mais comme il n'y avait pas de personne qui était disponible, on m'a assis devant un téléphone, et puis j'étais avec la personne et mon application, et ensuite il y a un robot qui me dit tous les engagements qui sont les miens. Est-ce que je suis d'accord? Je suis d'accord. Donc effectivement, là, si je compare à ça, mais le testament, la personne n'est plus là. Et je crois que c'est ce qui fait toute la différence, et c'est cette inquiétude, c'est que la personne n'est plus là pour dire quelle était véritablement sa volonté, et en même temps, on veut tout faire pour respecter sa dernière volonté. Et c'est peut-être cette différence qui fait qu'on le traite différemment. Mais est-ce que si une personne écrit un testament sur une feuille de papier, est-ce facile d'imiter sa signature? Et est-ce que vraiment la signature sur une tablette est si différente et est-ce qu'elle peut être imitée? En tout cas, nous quel que soit le fiabilité. système, on nous reconnaît comme signature équivalente d'une signature manuscrite, une signature qualifiée. Quel que soit le système, chez nous. Donc, c'est pas simplement pour le testament. Donc, ce qu'on admet... Ce n'est pas le cas du tout. Oui, mais vous n'avez pas ça du tout. C'est pour ça que je dis que on est beaucoup plus prudent, parce que, bon, alors d'abord, c'est sur les décisions européennes, donc il y a un certain scientifique, etc. C'est beaucoup plus très libéral, très protecteur, donc on a trouvé cette situation intermédiaire. Mais, d'ailleurs, on voit bien que on arrive à s'en séparer, et pourtant le texte ne l'autorise pas vraiment dans l'acte authentique électronique, parce que le testament devant notaire, les témoins ne signent pas vraiment, alors que le texte demande bien une signature des témoins et du testateur. Mais l'image de leur signature, c'est pas une signature. Et pourtant, on l'admet, alors que c'est pas conforme véritablement au droit. Mais parce qu'on considère que finalement, la signature du notaire est la signature la plus importante. Voilà, donc mais il y a beaucoup de discussions. Hein. Au départ, on se demandait si c'était vraiment possible de le faire, et on a mis finalement un voile dessus. Voilà, mais je crois que c'est juste parce que nous, on a une approche différente sur la signature électronique. Voilà. Et moi, je suis plutôt favorable à une évolution, et je ne crois pas que ça vaut plus, comme vous l'avez très bien dit. C'est que on a cette tendance à dire que si on utilise une nouvelle technologie, il faut vraiment que ça offre une sécurité supérieure. Si ça offre une sécurité équivalente, une insécurité équivalente. Et ça, je crois que le logiciel, en tout cas pour les juristes, n'est pas encore, pour les Français du moins, n'est pas encore le même que chez nous. Une question et de commentaire, mais je me censure parce que monsieur avait prestement manifesté sa volonté d'intervenir. Oui, bonsoir. Y a-t-il, à votre connaissance, une décision au Québec qui aurait validé ou invalidé un testament écrit à partir d'un stylet, écrit sur l'écran d'un téléphone ou l'écran d'une tablette, donc avec un stylet en lettres manuscrites, comme un crayon sur une feuille de papier? Y a-t-il une décision au Québec qui aurait validé ou invalidé un tel testament holographe? Alors, moi, je peux pas moi, en dehors de l'affaire Gendreau et Archambault, où c'était vraiment tapé sur ordinateur, et encore avec l'affaire Gendreau, on disait que c'est parce que il avait l'habitude d'utiliser l'ordinateur, et c'était assez fréquent. Donc, on pouvait faire un lien avec la personne et son ordinateur et sa volonté. Mais je ne parle pas de dactylographie. Oui. C'est pour ça que pour vous dire, moi, je ne sais pas, mais à mon avis, ils sont mieux placés que moi pour vous répondre. Oui, mais j'adressais la question au notaire du Québec. Oui, mais s'il est utilisé avec téléphone, je ne connais pas de décision, mais il y a la décision Biton contre Biton par courriel, qui a écrit un message dans la foulée de la crise de la pandémie. Comment écrivez-vous mi-temps et en quelle année? Biton. Biton, B-I-T-O-N. contre Biton. En quelle année? C'est, je pense, 2021 et 2022. Le cours supérieur, c'est 2021. Merci beaucoup. La cour d'appel, c'est 2022. Merci. Ça a été validé? Non. Parce que sa signature, il mettait à la fin « Ceci est ma signature ». Mais le notaire qui l'a reçu, la cour j'ai écrit un article là-dessus, la cour a refusé d'admettre cela comme un testament holographe qui pouvait primer sur l'acte notarié. Il y a 2-3 décisions, dites-moi Daniel si je me trompe, il y a 2-3 décisions sur des documents Word qui ont été écrits sur Word et date manuscrite, signature manuscrite.
Et de mémoire, il y a une décision qui valide la Cour supérieure qui est cassée en qui cours est cassé d'appel. en cours. Systématiquement, on considère que... Oui, mais Word, c'est dactylographié, ce n'est pas comme ce que je demande quand c'est écrit avec le stylet. Je serais étonné, parce que je l'aurais vu passer, là, je serais étonné. Mais on a mentionné Biton contre Biton. Oui, mais Biton, c'est C'est un courriel. courriel. C'était pas un style. C'est pas, ok, Il y a un ok. courriel là-bas. Donc la réponse, c'est qu'il n'y a pas de décision encore au Québec. En l'état actuel de la jurisprudence, au meilleur de ma connaissance, non. Ok, dernière question. Pour faire une analogie, supposez que je sois un soudeur et que je prenne une plaque de cuivre et j'écrive la même chose que sur mon écran. Ça, c'est mon dernier testament. Et à l'aide de mon appareil à souder, je signe. Est-ce qu'il y a des décisions qui ont déjà rendu valable de tel Il y testament? a eu des décisions qui ont admis un testament écrit sur une porte de frigo. Mais on est dans des hypothèses exceptionnelles et parfois c'est l'article 714 qui vient au secours pour pouvoir racheter dès lors que le testament rencontre les conditions essentielles. Donc, je n'ai pas la décision en tête, mais... Dans les années 30, il y a une décision qui accepte une croix, une signature. Pour une personne illettrée. Mais une chose qui est intéressante, c'est que sur le plan de la plus grande tolérance par rapport à la technologie, il y a vraiment une différence assez nette. Nous, on n'a pas de distinction sur les signatures, on a des distinctions codifiées. On a eu une décision cet été qui a validé, on a eu plusieurs, c'est pas des testaments, c'est des actes commerciaux, où les contrats sont validés par texto et avec un somme. Et ça a été validé par l'équivalent de la Cour supérieure de l'Alberta et de BC. Mais il y a vraiment une plus grande tolérance au Québec par rapport à la France, comme il y a une plus grande tolérance aux États-Unis par rapport à l'Angleterre. Mais nous, ça serait valable parce que la signature, elle n'est pas exigée, la signature manuscrite, elle n'est pas exigée partout. C'est le principe du consensualisme. Donc, je n'ai même pas besoin d'écrit. Hein. Donc, si on arrive à établir que je suis d'accord, donc là, si on envoie un pouce comme ça, on peut aller dans le tribunal en disant il était d'accord, il y a un contrat qui a été formé. Mais là, on est vraiment, quand on rentre dans des hypothèses où l'authenticité intervient dans le processus de manière quand il s'agit de libéralité au testament, là on a une manière de raisonner qui est un peu différente. Il y a un formalisme, pas uniquement un formalisme protecteur, ça va même au-delà. C'est les propos de cours sur on ne peut pas reconnaître une frappe, etc. Mais c'est pas simplement la frappe, c'est que vraiment il y a cet aspect très culturel du testateur et de ses dernières volontés. Il y a un côté très sacré, c'est le terme que vous avez utilisé. Donc, et ce côté sacré, je pense qu'il faut qu'il s'efface progressivement, ou alors que le sacré soit combiné avec la technologie. Il n'y a rien de blasphématoire à faire entrer la technologie dans ce qui est sacré. Monsieur. Ça peut intéresser, j'ai un regard là, d'un homme qui a maintenant 60 ans. Là. D'abord, je tiens à dire que j'ai été notaire, moi. Je l'ai été, donc, si vous voulez parler et valoriser cette profession-là, là, vous avez le meilleur gars devant vous. Déjà, quand je pratiquais, là, je remonte en 85, déjà, ça m'est arrivé d'avoir des gens qui me parlaient d'avoir un testament vidéo. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, vous diriez, mon Dieu, je n'ai 4 fois plus, là, mais je veux dire, déjà, cette idée, parce qu'il y avait des fois des émissions de télé, c'est sûr, c'était des émissions de télé, là, je veux dire, c'était des romans, puis des scènes, des séries américaines, mais on voyait des gens faire ça. Mais ce qui peut peut-être, comme je vous dis, faire, si je fais un certain recul, c'est que, parce que vraiment, on voit les époques, les problèmes sont vraiment pas les mêmes. Votre cas que vous nous avez amené, madame, je trouve ça vraiment intéressant, puis m'amène à penser à ceci. C'est que faire de la projection, quand la réforme du Code civil a commencé en 77, là, oubliez ça. Oubliez ça. Ça demanderait peut-être, effectivement, de faire des ajouts présentement au Code civil, vu la modernité actuelle. Ce Code civil-là, il a été réformé, puis il y a eu acte de naissance officiel en 94. Fait que c'est sûr que, si on se place dans le contexte de l'époque, comment est-ce que ça pouvait être
étudié, amené dans l'air du temps, comment est-ce qu'on pouvait penser. Ben, ce que je me rappelle, là, comme je vous dis, c'est un peu dans l'air du temps, il y avait 2 testaments super solides, puis il y en avait un problématique. Le problématique, c'est évidemment, tu es chez vous, tu sais pas trop comment faire, puis concrètement, si tu correct, c'est le holographe. Mais le testament qu'on appelait sur la loi dérivée de la loi d'Angleterre, quelque chose comme ça, là, je n'ai peut-être pas le mot. Bon, à cette époque-là, dans les années 80, 85, 90, dans le monde financier, dans le spectre du monde financier, vous aviez beaucoup de compagnies de fiducie. Ces compagnies-là ont disparu. Il y en a encore, là, mais le Trust Royal, bon, Fiducie Desjardins, Trust Général du Canada, Trust Prêt Revenu, tout ça est parti. Puis, à cette époque-là, ce qui était très, très à la mode, si je peux ainsi dire, c'est que ces compagnies-là cherchaient certaines fortunes, là, disaient, si tu es un client qui a de l'argent, viens chez nous, place de l'argent chez nous, puis nous autres, si tu veux un service complémentaire, à ta mort, on va régler ta succession, moyennant, mettons, un frais de 5 % de la valeur. Puis, en complément de tout ça, on va te faire ton testament gratis. On va te le faire. Bon. Et ces testaments-là étaient faits, c'était des testaments fiduciaires, étaient faits notamment par des avocats. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il y avait 2 testaments vus comme super solides. Il y avait le testament notarié, puis il y avait ce testament-là devant témoin qui était généralement fait par les avocats, par des avocats qui travaillaient dans ces compagnies-là. Ça a peut-être même amené des batailles, à un moment donné, dans la réforme du Code civil, entre la Chambre des notaires et le barreau. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'à un moment donné, à cette époque-là, j'aurais dit, moi, fier notaire, dire, mon testament, c'est le numéro 1. Les avocats auraient tout ri de moi, là, parce que c'était des testaments faits par des avocats avec témoins, justement, comme complément de service dans ces compagnies-là qui réglaient des successions. Puis, entre vous et moi, ben, boîte à bois, comme aurait dit mon grand-père, c'était très sécuritaire, c'était mis dans des voûtes, puis je veux dire, donc, c'était très sécuritaire, et donc, c'était un peu ce qui était un peu dans l'air du temps, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que là, ce testament devant témoin, ben là, en 2025, c'est complètement autre chose comme problématique que vous avez amené, là. Complètement autre chose. Alors qu'à cette époque-là, c'était pas vraiment vu comme quelque chose qui aurait pu amener aucun problème, là. C'était comme, on veut pas que seul des notaires puissent faire des testaments. Ben, les avocats qui avaient évidemment une importance puis qui l'ont toujours, puis le barreau est extrêmement fort dans son lobbying, a défendu sa cause notamment, puis on les plaint pas. Puis on a baptisé ça maintenant le testament devant témoin, mais c'était des testaments tout à fait, je dirais, solides. Là. Puis comme je vous dis, si on avait, je m'étais risqué d'essayer de leur prétendre le contraire. D'abord, il m'aurait pas écouté. Puis 2, il aurait ri de moi. Il aurait dit, voyons. C'est raison. En France, une des propositions qui a été faite, c'est aussi d'avoir un testament, éventuellement sur un support numérique, avec 2 témoins contresignés par avocat. Donc, c'est un acte contresigné, c'est très particulier, c'est une force probante plus importante. Et donc, ça ressemble un peu à ce que vous évoquez. Et notamment pour le côté numérique, on utilisait le même processus numérique que pour les divorces par consentement mutuel. Et c'est une proposition qui est faite et qui permettrait de créer une autre forme de testament. Alors, à mon avis, les notaires ne seront pas très contents, mais c'est quelque chose qui a été proposé par des universitaires et qui est soutenu par les avocats, évidemment. Juste pour, je complète, là, juste pour l'amusement de la chose, je veux dire, quelqu'un voulait faire changer son testament, ben on m'aurait dit, bon, ce testament notarié, ça te prend un codicile. Ce que je raconte, les avocats, ils auraient dit, ben écoute, on va te le changer, puis c'est tout. Tu nous payeras concrètement au règlement de la succession. C'était un service qui était gratuit. Vous comprenez ce que je veux dire? Fait que, bon, c'était un des, pas conflits, là, parce que j'ose pas prétendre qu'il y a eu constamment uniquement, puis factuellement des conflits, mais disons que les avocats aimaient bien ça taquiner les notaires. La provinciale fédérale et puis avocat notaire.
Oui, juste très brièvement, d'abord en vous remerciant de ces conférences passionnantes. Point de vue un peu du droit français, mais pratique. J'ai été confronté à une affaire où il y a un problème d'expertise, une signature. Vous savez ce que fait l'expert lorsqu'il a un document papier? Prend le document, le testament, donc holographe, et le retourne. Regardez l'empreinte. C'est un élément très important pour expertiser une signature. Élément dont on ne dispose pas pour un testament holographe avec stylet. Ça, c'est un élément de fiabilité, vous l'avez évoqué vous aussi, qui peut éventuellement quand même entrer dans le débat. Alors, il y a des métadonnées. Alors, le oui. retourner, c'est une sorte de métadonnée d'un document physique. Je ne sais pas, on en est au point de vue technologique, mais à l'époque, ça avait été exposé par... Bon, c'est un élément du débat. Deuxième chose, petite question, et j'en ai fini pour le premier intervenant. Vous envisagez, pour sécuriser donc le testament holographe avec signature numérique, si j'ai bien compris, l'impossibilité qu'il soit répudié par la suite, c'est-à-dire mettre fin à ses révocabilités jusqu'au décès, ce qui peut-être quand même va très très loin. Pas jusqu'au décès, mais c'est d'envisager des mécanismes plus sécuritaires pour que toute modification qui interviendrait Soit plus strict. soit plus stricte. D'accord. Ça. C'est pas le... Non, c'est pas une impossibilité à vita aeternam. Merci pour cette absolue, elle est totalement révocable dès lors qu'on satisfait aux exigences prévues par la loi. D'accord. Il est 6h02, 3. J'ai deux petites choses, parce que vous nous avez teasé, si je puis dire, avec l'idée des testaments audio et vidéo. Et je dis ça à la fin pour pas qu'on en discute, là, mais pour moi, 2837 autorise de faire des écrits, quel que soit, donc un acte appuyé, en l'occurrence, numérique, vidéo ou audio. Et ce débat-là a déjà été fait par deux camps. Il y avait Claude Fabien, dans les années 80, et Patnaud d'Acherbourg qui était pour. Il y avait Léo Ducharme qui était contre, prof Ottawa. Donc il y avait déjà ce débat-là. Comme il y avait, vous avez évoqué l'historique, ça reste que le début des années 90, c'était une grosse période de bouleversement numérique. Et la définition de signature qu'on trouve à 2827 est tout à fait moderne, si je puis dire, conforme à celle qu'on a en France aussi. Mais en tout cas, je m'autorise, puis on va manger ensemble, on pourra éventuellement discuter. Mais c'est vraiment la légalité de testament de vidéo. Puis la deuxième chose, c'est simplement vous remercier au nom de toutes et tous, toutes les personnes auxquelles il n'y avait pas de questions, mais on va essayer, ça va être compliqué, mais d'être... Oui, c'est ça.